Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 11 de C'est qui en pôle. Donc on va faire un petit bilan donc de la mi-saison 2017. Mais avant toute chose, est-ce que tu as passé un bon été, Steph? Oui, j'ai passé un excellent été jusqu'à présent parce que je suis allé me ressourcer en Sicile. J'ai pas trouvé de Ah, fan de VR46, mais ça doit être un vortex temporel ou je sais pas, un endroit qui n'existe pas sur Terre. Mais donc il faut encore revenir en France pour trouver des fans de Rossi. C'est quoi ces conneries? oui, alors on en a parlé rapidement, je crois, Sur en fin Twitter, de semaine dernière, où moi j'ai trouvé donc en plein milieu de the Lyon. fan Donc français, c'est ça? je pense pas que ce soit le seul, mais alors franchement, il est Avec en un bord de drapeau. national qui va entre Auxerre et Troyes. Et donc le gars, il a un mât de 2,50 m et il a son drapeau vert 46 The Doctor en bordure de national. Et ça, c'est très très beau quand même C'est quand un peu le tu... Tavoulia de Lyon en fait. Bon, ça, tout est. Ouais, Tu vas pas enfin, faire la même magie que. c'est très très limité quand Ouais, même. ouais. Mais c'est marrant parce que les premières fois que tu passes devant, tu te dis mais c'est quoi ce machin? Et tu te dis, ah, c'est fluo et tout, un petit peu quand même. Et après, tu fronces les yeux. La deuxième fois que tu passes, tu te dis, c'est pas possible. Le mec, il a ça au fond de son jardin. Alors, c'est quand même très très beau. S'il nous écoute, on lui fait un gros Ah bah, bisou. je pense que Parce ça va que. devenir notre fil rouge. Faut retrouver l'identité de cette personne, quitte Mais à faire du je peux street la view. retrouver facilement. Il suffit que je m'arrête et que j'aille voir le Ah monstre dans la mais boîte aux il lettres. faut, il faut, il faut. Ah Et oui. le truc qui est marrant aussi, c'est que bon, je traîne un peu les parcs d'attractions. Et tu vois toujours dans ce genre de truc un mec avec la doudoune Yamaha Factory Oui. ou Monster. une grosse doudoune Tech 3. Oui. Et tu es au plein milieu du truc et tu vois les gars Tu fais un avec petit des signe trucs de GP. d'approbation, genre. T'as vu? C'est ça, Check man. c'est un peu ça. Donc on va faire un petit numéro bilan à mi-parcours sur cette saison, en passant un petit peu en revue aussi les petites nouvelles qu'il y a eu cet été. Donc, on va commencer par le Moto 3. Donc il y a eu une annonce assez importante puisque Fenati va passer en Moto 2 l'an prochain. C'est signé, donc il lui reste à finir correctement cette année. On verra bien à quelle position, mais bon, c'était une des nouvelles qui est arrivée peu de temps après la coupure. Et oui, tu as eu une news, elle, beaucoup plus récente, en italien, donc. Oui, alors c'est plus anecdotique, hein, mais c'est Ouais. ce blaireau, parce qu'il n'y a pas d'autre nom de Bastianini, Mhm. natif de Rimini, je le précise parce que Rimini, Misano, Tavuglia, c'est un peu comme le bouchonnois, tu vois, la C'est- zone, c'est le hotspot ouais. italien de qualité. Ouais. Mais là, il a fait son blaireau parce que bon, il le reconnaît lui-même en postant sa propre photo. Il s'est fait une méga pizza sur la tronche. Ouais, Et c'est pas donc, chouette, ça hein. laisse à penser qu'il avait zéro casque en Scobit. Ouais. Donc, pourquoi je le signale, c'est parce que moi, je suis un chantre de la sécurité routière, hein, pour rouler toute l'année. Alors, par le coup, tiens, en Sicile, j'ai vu des mecs, soit sans casque, soit le casque pas attaché, le tout en tongs, en short et je sais pas quoi, Mais il fait chaud. avec un môme sans casque à l'arrière. Tu veux. Ouais, d'accord. Je referme ma page sécurité routière, non sans rappeler, et là, en étant très premier degré, quand on a un casque, on l'attache, il faut qu'il soit bien serré. Idéalement, on a des bonnes pompes, on roule pas en t-shirt. Voilà. C'est fini pour le coup de gueule à la professeure Rollin. Voilà. Voilà. Donc pour le Moto 3, donc c'est Johan Mir qui mène avec 165 points. Romano Fenati deuxième avec 128 et Aaron Canet troisième avec 110. Au niveau des victoires, donc Mir en a gagné 5, Canet 2, Mignot 1 et Fenati 1. Pour faire une petite vue d'ensemble sur la catégorie, donc il y a eu beaucoup de courses très serrées depuis le début de saison au Qatar. Et les 5 victoires de Mir, elles sont entre guillemets un petit peu trompeuses dans le sens où ça voudrait montrer qu'il domine. Mais pour gagner 5 courses, il a dû quand même faire preuve d'une très très grande intelligence parce que c'est des courses qui étaient très très difficiles à gagner et qu'il en ait gagné 5, ça montre vraiment qu'il a su se sortir de situations compliquées et différentes très très souvent. Et donc c'est d'autant plus à signaler que le gars, il est quand même très très fort sur cette saison. Comme je le disais, il a su quand même à chaque fois de faire le bon dépassement et mettre les gars à distance raisonnable ou alors vraiment sortir du groupe au bon moment pour pas être repris. De toute façon, l'année prochaine sera en Moto 2. Donc on verra comment va se terminer la saison, mais c'est pour le moment une très très belle saison. Donc pour les top flops, donc Mir forcément il est au-dessus de la catégorie en ce moment, donc on va voir comment ça va passer pour la fin de saison. Mais il y a aussi une excellente saison de Ramirez. Il est pas rookie puisque l'année dernière il avait fait la deuxième partie de saison.
donc il n'est pas considéré comme rookie cette année, mais il fait quand même un très très beau championnat jusque-là. Il se place 7ème au championnat, il a fait des très très belles courses, il a souvent été bien placé, et je pense que pour la fin de saison, s'il réussit à confirmer, il va vraiment être bien pour la saison prochaine, s'il réussit à conserver un bon guidon et à bien tourner. De ton côté, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le Moto 3 Non, mais sachant que je suis presque un escroc, parce qu'au début de la saison de C'est qui en pôle, je regardais pour ainsi dire pas, et du fait de mon devoir de journaliste que je ne suis pas, et du fait que tu en parles si bien, n'est-ce pas, j'ai regardé des courses en paquet comme ça, et c'est vrai que ce que tu dis, je reviens dessus et je répète. Je sais pas en combien de secondes sont les 20 premiers. Ils sont combien dans cette espèce de paquet déjà? Tu sais plus dire en fait. Comme je te disais lors d'un précédent podcast, je suis obligé de regarder à gauche de l'écran les noms. C'est ça. Et Ouais. ça change, ça bouge beaucoup trop vite. Et Ouais. c'est ahurissant, c'est vraiment... ça fait penser aux courses, je sais pas si t'as déjà vu les courses de très petites cylindrées où les mecs sont Oui. taqués en Asie. Les gars, ils courent sous la pluie, c'est des courses de mobs survitaminés. C'est n'importe quoi. Ils ont des pneus en bois, ils tombent pas. Et ouais, faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Non, Ouais. c'est une approche donc de spectateurs débutants de Moto 3 qui essayent de comprendre comment les gars arrivent à se tenir en quelques secondes à 10 quoi. Ouais, Et il n'y a ce qui pas tant de m'épate cartons sur... que ça, hein, en plus. Non, ça a été assez raisonnable, on va dire. Ce qui m'épate vraiment, c'est que Mir, il sait vraiment trouver le bon move au bon moment pour sortir de la boîte, et c'est vraiment chouette ce qu'il fait. Le seul flop que j'ai noté, c'est que le fait que Mahindra se retire pour l'année prochaine. Bon, ils ont pas vraiment de bons résultats cette année, donc c'est un petit peu... Enfin, ça se comprend dans ce sens-là. Côté Frenchy, on a Jules Danilo qui est pile poil sur le même tableau de marche que l'an dernier, au niveau des points, c'est-à-dire qu'il est à mi-parcours, à la moitié de ses points. Donc je crois qu'il a mis 29 points cette année. Alors pour parler un petit peu Moto 2, donc on a eu une petite news donc sur KTM qui va proposer plus de châssis dans le futur, pour des teams clientes qu'on pourrait appeler satellites, hein, pas tout à fait ce nom-là, puisque c'est pas comme ça qu'on les appelle. Mais surtout, ils vont vite emboîter le pas sur le moteur Triumph pour éviter de produire des châssis donc sur base de moteur Honda qui serait à mettre tout de suite à la poubelle, puisque le moteur va changer. Donc je pense que les points de fixation et toute l'architecture du châssis va être obsolète du jour au lendemain. Ça fera partie un petit peu plus loin dans le podcast des bonnes surprises. KTM, donc, pour leur première année en Moto 2. La news qui est tombée en début de semaine, donc c'est Yoni Hernandez qui a perdu son guidon à mi-saison, faute de résultats. À savoir que l'année dernière, il était toujours en MotoGP. Donc la descente elle est quand même assez rude, hein. Donc le gars il était en MotoGP sur Team Satellite, il redescend en Moto 2, bon là il a fait vraiment des résultats mauvais. Le team a décidé de se séparer de lui. Au niveau championnat, on a Morbidelli en tête avec 174 points, Lutti deuxième avec 140, Oliveira troisième donc sur KTM avec 117. Morbidelli en a gagné 6, Alex Marquez 2 et Pasini 1. Là, en termes de vue d'ensemble, donc on partait vraiment cette saison sur une grosse domination de Marc VDS, d'Alex Marquez et de Franco Morbidelli. Par contre, Alex Marquez a quand même vite marqué le pas, il a eu pas mal de chutes, et là il a un petit peu décroché au championnat, hein. Savoir qu'il est quatrième, il est quand même à 61 points de son coéquipier, donc ça commence à faire un beau trou. Et l'écart entre le premier et le deuxième, donc entre Morbidelli et Lutti, il s'est surtout creusé à la dernière course, puisque Lutti a chuté quand Morbidelli gagne, et du coup, voilà, l'écart de 34 points, savoir qu'il y a 25 points qui se sont créés à la dernière course. Lutti quand même, sur 9 courses, il a fait 7 podiums. Donc c'est quand même une très très belle régularité qui paye, hein, forcément. Et Oliveira, donc le pilote portugais, qui place très très bien la KTM en 3e place, lui aussi très régulier, toujours dans le coup. Et je crois qu'il y a eu une petite interrogation justement de Lutti à l'intersaison pour se demander pourquoi est-ce que les teams MotoGP ne viennent pas le chercher pour la saison prochaine, parce que voilà, enfin ça fait quand même plusieurs saisons qu'il est très très bien. L'année dernière il était quand même bien placé
au championnat face à Zarco. Mais bon, voilà, il manque un petit quelque chose vraiment pour attirer les teams de MotoGP. Après, qu'est-ce qui manque, ça Est-ce qu'il pas lui trop manque savoir. un agent et ou des sponsors? Parce que si j'ai bien compris, le monde merveilleux du MotoGP, sauf à être dans le top, c'est un peu toi qui payes l'équipe pour qu'elle te prenne. Enfin, tu la payes parce que tu amènes des sponsors, donc c'est toujours un peu une espèce de symbiose. C'est un peu le mariage, voilà, Bah c'est un ouais, peu ce mariage arrangé. mariage-là, Ouais. quoi. Et le problème de Lutti, c'est ça, c'est que bon, il n'est pas peut-être aussi charismatique que peut être un grand pilote, Son père a pas un mais circuit à son nom, non? Non plus. Je parlais d'autres pilotes. Ouais. C'est Abraham, c'est ça qui. Quel est C'est papa Oui, qui est c'est papa, propriétaire oui. de Brno, ouais. Ouais, Mm. ok. Mais- En plus, ça se trouve, c'est pas que ça. Pardon. Oui, c'est pas que ça. Non, mais voilà, Faluti, voilà, il a pas de bol dans ce sens-là parce qu'il est quand même très très fort, il est très performant Mm. et bah voilà, personne vient le chercher, c'est bien dommage. Au niveau des tops, bien évidemment Morbidelli qui confirme son statut de top pilote de la catégorie cette année. T'avais un petit mot à dire hein, sur Oui, notre ami Morbidelli, Franco. c'est un des protégés de la team VR46 Ouais. qui sert d'élixir de jouvence. Mhm. Je parle de la team, hein, pas que de Morbidelli, à Valentino Rossi pour se tirer des bourres en flat track et ou sur des tout petits circuits. Et je crois qu'ils se sont pris un coin de Misano, qu'ils ont fait un mini ovale là-dessus qui tourne en élimination directe tous les 2 tours. Bref, Mm. ils font les gamins. Voilà, ils font Ouais. les gamins de course de parking et ça lui va très bien, à Rossi visiblement. Et lui, comme eux, confirme que c'est un C'est du ping-pong. win-win. C'est du Ouais, win-win a ouais, c'est priori. clair. Bah, moi qui ai acheté comme un gros pigeon que je suis MotoGP Valentino Rossi 46 édition, à un moment je me retrouve dans le tutoriel, on fait du flat track orange là, je vois, putain, il y a Morbidelli là, il m'a fait l'inter. Donc voilà, je peux dire que j'ai aussi fait un exter à Morbidelli. Après, je peux te dire qu'il faisait moins le malin. Ouais, mais il était en 3D sur ta télé, quoi. Oui, oh, bon, bah, c'est bon quoi. Mais voilà, pas obligé de le dire. Bon, bref. Non, et Ouais, histoire de pourquoi faire mon relou, excuse-moi. Vas-y. Un truc que dont je me suis fait réflexion quand j'ai vu KTM commencer à bosser d'ores et déjà sur Triumph. Les Mhm. deux mots se sont télescopés dans mon cerveau de poule. Mhm. C'est Ouais. quand même un moteur Triumph dans un châssis KTM. C'est une espèce de, à la fois de Frankenstein et de rêve éveillé pour les kékés de matos comme je suis. J'adore les KTM. Principalement les SMR, les Supermoto 450, mais j'aime aussi les Duke et tout ça, les monos et les bides d'enfer. Et j'aime aussi les 3 pas de triomphe. Et je me dis, je suis à la fois charmé et horrifié de ce mariage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Oui, comme bah, si c'est tu clair. faisais un Bah, tout ce que je mariage peux te conseiller, Lamborghini Corvette, quoi, ou Lamborghini Ferrari. c'est de mettre des sous de côté et puis de monter un team Moto 2 comme ça. Oui, non, mais on me filerait juste un vieux Duke même rincé où il faut refaire les segments. Moi, je veux bien, c'est pas le problème. On sait tous que c'est du proto, donc faut aussi Ouais, oublier c'est du proto, ouais, les c'est clair. bécanes de route. Pas comme au Superbike, où tu peux Mhm. penser qu'une Panigale va essayer de se fighter avec une R1, comme les mecs en bas de ton immeuble. Non, là, Mhm. c'est du proto. Mais Mhm. c'est plaisant. Et Poncharal ne dit pas autre chose, en fait. Pourquoi je te dis ça en termes de kékéitude et de rêve éveillé, Ouais. c'est il est content parce que ça va faire du bon bruit. Je l'ai lu dans Oui, une oui, interview. il a fait une Il super aime belle bien, interview. il aime bien le son des... Et moi j'aime aussi beaucoup le son des triomphes, cette espèce de sifflement improbable. Moi, j'ai hâte. Bah, pour continuer dans les tops, bah, on a beaucoup parlé de KTM, mais pour un retour sur un châssis Moto 2, ils font vraiment une très très belle saison. Avec Oliveira donc, qui développe bien le châssis. Bah, ils sont vraiment très très bien, hein. C'est vraiment une belle alternative à la domination Moto 2 de Calex. Et aussi une autre écurie bon, qui elle est beaucoup plus cocorico, hein, mais c'est Tech 3 hein, donc, qui a eu beaucoup de malchance tout ce début de saison avec pas mal de chutes, souvent parce qu'ils étaient dans les mauvais coups. Pas de leur fait, hein, les deux pilotes Tech 3, mais ils ont toujours placé la moto vraiment bien, que ce soit sur la grille ou à l'arrivée, et j'espère que Vieré s'est bien remis en forme pour bien finir la saison, parce que ça pourrait vraiment mettre l'écurie Moto 2 de Tech 3 sur une très très bonne dynamique pour la suite, hein, parce que c'est une moto qui est développée 100% par eux, hein, pour le coup ils prennent le châssis à personne. C'est vraiment chouette de les voir développer et d'avoir du succès avec leur équipe Moto 2 également. Dans les flops, bah, on revient évidemment sur le cas de Yoni Hernandez, hein, comme je le disais, qui roulait en Moto GP et qui n'a pas convaincu en Moto 2, hein, loin de là, parce qu'il a quand même fait des résultats
mauvais. Pour quelqu'un qui vient de MotoGP, c'est quand même très très dur de redescendre là où il est arrivé, donc ça va être compliqué pour lui de poursuivre. Pour continuer un petit peu sur ce cas-là, il y a eu des très très bonnes reconversions, je pense notamment à Tony Elias qui fait une belle saison en Hama, donc forcément il n'a pas la visibilité qu'on peut l'avoir en Moto 2, puisque c'est un championnat qui est très très américain, mais il tourne bien en Hama, et bon, a priori on peut toujours continuer quelque part à faire ce qu'on aime. Et là on arrive aussi sur un cas entre guillemets problématique, qui est un peu lié au cas de Lutti, puisque Lutti lui arrive pas à trouver de guidon en MotoGP, mais on a Nakagami qui lui va a priori monter en MotoGP l'année prochaine, mais moi de mon point de vue c'est pas, enfin il y arrive pas quoi. Il est quand même 7ème au général, bon il a fait 3e place, donc c'est pas rien. Pour un pilote qui est pressenti pour monter en MotoGP, je trouve que il en manque un peu. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est en Moto 2. Là, moi, je trouve que c'est un peu décevant quand même de le voir à cette place-là, quoi. Je préférerais clairement le voir jouer la 3e place au général. Bon, ça serait un peu plus légitime de le faire monter. Après, je sais pas ce que t'en dis. Bah oui, j'ai toujours eu du mal à comprendre une sorte de malédiction des pilotes japonais, quelle que soit la catégorie, parce que on parlera un peu plus tard d'endurance, mais à chaque fois, ça doit être peut-être nous nous les Français qui ne parlons pas des Japonais, je sais pas, personne cite le 3e pilote du team GMT 94 qui vient de gagner 3 fois de suite c'est pas le pilote du GMT, hein, du Yamaha Factory. Du Yamaha Factory. Ouais. Et comme si, en fait, et c'est marrant parce que quand bien même ils ont des super résultats, ils deviennent jamais des stars. Alors est-ce que c'est juste parce que c'est chez nous, ou est-ce que chez eux ils sont bien reconnus, tu vois? J'ai l'impression ouais, on en parlera plus tard, hein, parce que c'est très japonais, c'est très nippon japonais, on va dire, mais Nakazuga il est en train de choper un statut chez Yamaha de pilote intouchable. Ah oui, ça c'est clair. Ah oui, là c'est clair. Là, le mec, il a quand même gagné 3 fois les 8 heures Suzuka sur la piste d'Honda, donc le gars... Bah ouais, c'est un peu sa statue, hein. ce qu'on appelle un teabag en jeu vidéo, quoi. Le petite humiliation qui va bien, surtout au Japon. Puis voilà. C'est comme si éventuellement un jour Rossi avait gagné en Espagne, quoi. Enfin, 3 fois de suite. non. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Ouais. C'était comme ça dans un monde parallèle. Côté Frenchie, en Moto 2, on a Quartararo, hein, donc, qui est rookie, qui a marqué 32 points. Il pointe à la 16e place au général. Alors, j'ai eu une petite discussion avec Emeric à ce sujet. Hein. Emeric, je te salue. On en a parlé assez longuement. Alors, moi, je lui accorde quand même un petit peu de temps encore à Quartararo, parce qu'il est quand même jeune. La chance, c'est qu'il a encore même une bonne moto. Donc il a encore tout ce qu'il faut pour prouver ce qu'il sait faire et confirmer. Pour moi, c'est pas une demi-saison qui est ratée, mais il faut vraiment qu'il réussisse d'ici la fin de saison à être beaucoup plus régulièrement devant. Il a fait quand même des courses qui sont pas mauvaises. Il a quand même réussi à faire 7ème au Qatar, 7ème à Barcelone. C'est pas génial. Bon, il est rookie. Le Moto 2, c'est quand même une catégorie qui fait énormément entonnoir, où il y a beaucoup de pilotes qui viennent, par exemple... Tu prends l'exemple d'un Brad Binder qui vient de Moto 3, qui a été champion du monde, et cette année galère. Daniken qui a été champion du monde l'année dernière, il a galéré beaucoup en Moto 2 aussi. C'est une catégorie qui est pas facile. Quartararo est jeune, donc il a encore tout le temps pour prouver sa valeur. Donc il va falloir d'ici la fin de saison être devant. Bon ouais, je te laisse la main pour le MotoGP alors. Alors le MotoGP, cette petite discipline confidentielle, hein, qui a besoin un peu qu'on la médiatise, on est là pour ça aussi, je veux dire, on donne de notre personne, hein, pour ce faire. La photo Polaroid post-Sachsenring du classement tel qu'il a été figé pendant ce mois de juillet. Alors qu'est-ce que je vois en numéro 1 ? C'est un peu le coup de théâtre, c'est un vaudeville. Marc Marquez, le gars. Du Diable Vauvert. On en avait parlé un petit peu, il y a quelques podcasts de ça. Un peu en mode la tête rentrée à la Giroud qui chope des points, là, qui ratisse là. Bah voilà, fallait que ça arrive. Comme il a signé sa 2e victoire en parlant de... C'est un peu ces 2 grands prix de chez lui. Hein. Il y a le Kota et puis le Sachsenring. Impérial, que dire de plus, cet homme-là. Donc il se retrouve leader, hein, avec un Vignales qui ne démérite pas, hein, puisqu'il a que 5 points de retard sur Marquez, hein, même s'il se fait coiffer. Dovi,
le Dovi, on en reparlera aussi, mais qui impressionne. Il a impressionné déjà les années d'avant, mais il continue d'impressionner, mais la différence c'est qu'il a enquillé là, il a enfilé les Grands Prix comme des perles, coup sur coup de Grands Prix. Et alors un certain Valentino Rossi, je vais faire la blague de attention un petit jeune qui monte, non, donc le Rossi de service là, qui a été leader. En tout cas, Rossi, sauf son ânerie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot du Mans, qui a toujours aussi été constant, un peu à la Hayden 2006, c'est-à-dire ce que fait Marquez aussi, à savoir pas de grosse contre-perf à part la chute, puis quand ça va pas, il finit quand même. Il finit pas à la Lorenzo 18ème à se prendre un tour. 4 pilotes en 10 points, on l'a dit et c'est presque galvaudé, mais il faut le répéter quand même. Putain, 4 pilotes en 10 points à mi-championnat. Je sais pas si c'est souvent, mais je crois pas. C'est très ce que disent rare. beaucoup aussi d'observateurs, c'est que c'est aussi un des championnats où il y a le moins de points marqués par le premier. C'est-à-dire que le premier est premier avec assez peu de points. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. Si tu veux mettre tout le monde avec plein de points, c'est l'URSS. Hein. Il en faut pour tout le monde. Tu étales la confiture. Donc pour le bilan des victoires, 3 pour Viñales. Effectivement, il s'est tollé 2 fois. Marquez, on vient de le dire, il a fait 2 victoires, mais il est allé 2 fois au tapis. Dovi 2 victoires, les fameuses coup sur coup, back to back, avec une chute aussi. Rossi, une victoire à Assen, ça, on en a beaucoup parlé, mais pas assez en fait. C'est vrai qu'il a gagné à Assen. Et aussi, la chute du Mans, elle m'enquiquine d'autant plus que on voit à quel point il a perdu du point, quoi, et surtout au dernier tour. Et puis Pedrosa, effectivement, alors Pedrosa, le gendre idéal, qui fait pas de bruit, mais sa petite victoire dans la musette. Dans les tops, Dovi, on peut même pas dire qu'il a confirmé, parce qu'il avait déjà confirmé l'année d'avant, en fait. Oui, donc, oui. Mais il confirme en musclant son jeu, comme dirait un certain entraîneur, parce que rien ne lui fait peur. C'est-à-dire il s'excuse pas de gagner, quoi, et quand il faut aller chercher, quand il faut taxer les mecs, il les taxe, et c'est super clean. Pas comme son ancien coéquipier, il fait pas tomber les gens. Donc, il montre que la Ducati, c'est pas moi qui ai mal, en ce moment, on en parlera après. Il montre que la Ducati est certes spéciale, c'est un peu comme les enfants qui sont pas pareils que les autres, il est spécial, mais elle fonctionne. D'autres l'ont montré comme Petrucci aussi. Et deuxième éclosion carrément, c'est Tech 3 parce qu'avec Zarco et Folger qui sont un peu les complémentaires, en ce sens qu'au Sachsenring il y a eu un coup de moins bien pour Zarco et un coup de très bien pour Folger. Alors d'après Poncharal, et généralement il évite de bullshiter, c'est au-delà de leurs espérances, même si c'était dans ce qu'ils envisageaient possible, mais c'était dans les 5% de leur gaussienne vers le haut, chose sur laquelle il n'avait pas envie de parier avant la saison. Zarco a 84 points et Folger 71, ils sont respectivement 6 et 7 du championnat. Ouais. Et ils se montrent, et plus que se montrer, ils sont souvent à leur avantage et parfois devant les YAM officiels. Ce qu'ils font tous les deux, c'est vraiment très très bien, à savoir que l'année dernière, donc, sur l'équipe Tech 3, Bradley Smith sur l'année il marque 62 points. Bon, il a été blessé une partie de l'été, ils sont déjà au-dessus du pilote qui fait deuxième de l'écurie l'an dernier, et savoir que le premier c'était Paul Espargaro qui avait marqué 134 points, c'est pareil, ils sont tous les deux au-delà du tableau de marche. Ouais. Et ils sont rookies, donc ils découvrent d'une part la catégorie et ils découvrent la moto. Donc, pour certains, que je ne citerai pas, la Yamaha semble un petit peu plus facile à piloter pour certains. Moi, je suis pas bien placé pour tu parles de ce juger. gros frustré de Crutchlow. Oui, mais non, il est pas frustré. Non, je plaisante, mais il aime bien. Je crois qu'il joue un peu la provoque. Enfin, il est moitié cash, moitié provoque, ce qui fait 100% de rigolade avec lui. Moi, je l'aime bien, perso. Oui. Mais des fois, tu te dis. Après, ça devient relou. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que une fois par semaine, quoi. C'est un peu comme quand tu te prends une cuite, quoi. C'est deux de suite, 2-3 déclarations de merde. On se calme, il faut rentrer là. Voilà. Enfin bon, pour des rookies, je trouve que ce qu'ils font, c'est super. Après, pour dire un petit mot sur Dovi, la moto, on savait qu'elle était meilleure, qu'elle avait vraiment gagné en compétitivité, qu'elle était meilleure sur pas mal de tableaux. Et il prouve que clairement, on peut gagner des courses avec des Ducati. Il en a déjà gagné 2. Et puis en plus, comme tu l'as dit, Petrucci réussit aussi à bien la placer. Donc voilà, maintenant, pour gagner, tu n'es pas obligé d'avoir une Yamaha ou une Honda. Moi, c'est vraiment ce point-là qui est fondamental, à mon avis. On y reviendra un petit peu plus tard. On n'attendait pas nécessairement que ce soit Dovi qui le prouve. Mais maintenant, on sait clairement que Ducati peut gagner des courses, et souvent.
Oui, c'est ce qui fait l'intérêt de ce... Alors, on est jugé parti, on va dire que le MotoGP est plus intéressant que la F1. Alors, excusez-nous pour ceux qui aiment bien la F1, c'est pas pour critiquer la F1, c'est plutôt pour souligner les différences que nous on voit, en tout cas de notre fenêtre. C'est qu'il y a une compétitivité réelle de au moins 3 grands acteurs, et puis aussi des gens qui aiguillonnent, surtout quand il pleut. Et ça permet aussi de faire briller certains pilotes où finalement tu te dis, ah quand même, il assure. En parlant de gens qu'on a déjà un peu évoqués à demi-mot, il y a eu des flops. On distribue le carton rouge, on est comme ça, on n'hésite pas, on est des fous. Premier flop dont on a déjà parlé, et puis c'est pas juste parce qu'on veut s'acharner, mais c'est ce bon Lorenzo. Il s'est fait commenter, si je puis dire, par Tcheka, on l'avait évoqué. Alors je reviens dessus, pourquoi? C'est parce que Tcheka avait parlé, presque en rigolant, mais pas vraiment, de l'utilisation du frein arrière. Et j'ai lu entre-temps une interview du chef mécano de Stoner qui expliquait que, outre le fait qu'il pilotait comme personne, déjà c'est un Australien, mais un Australien encore plus particulier que les autres, qu'il avait très vite acquis une façon d'utiliser la Ducati qui était très bizarre, à savoir avec des grosses doses de frein arrière, notamment pendant l'accélération. Alors, tu vas dire, comment c'est possible? Bah, c'est pour empêcher le wheeling, et c'est pour remettre un peu d'antipatinage artificiel, si je puis dire. Et donc la notion de dosage du frein arrière, visiblement, est beaucoup plus épineuse qu'il n'y paraît, c'est pas qu'une blague. C'est pour ça, d'ailleurs, je sais pas si je l'avais déjà évoqué ou si on en avait parlé off, mais beaucoup de pilotes se font développer par Brembo des maîtres cylindres de frein arrière au pouce gauche. Ça n'a pas l'air de grand chose, mais en fait, c'est ultra pratique quand tu tournes à droite. Parce que je sais pas si tu vois le délire quand tu commences à prendre de l'angle, utiliser la pédale d'un frein arrière quand t'es déjà à 1 micron du bitume, c'est délicat. Donc Brembo a développé pour beaucoup de pilotes un maître cylindre au guidon. Et parce que le frein arrière est revenu en grâce. Il fut un temps où d'aucuns te disaient le frein arrière ça ne sert à rien. Bah là, visiblement, c'est devenu un des éléments majeurs, comme beaucoup, comme l'électronique, comme les fourches, comme les freins carbone qui maintenant peuvent rouler sous la pluie, etc. On ferme la parenthèse frein arrière pour la bonne blague de Tcheka qui dit que Lorenzo est un baltringue pour 10 millions de dollars. Bon, j'irai pas jusque-là parce que je n'ai pas l'autorité d'un Tcheka. Mais le moins qu'on puisse dire, et même Poncharal le dit, certes en des termes beaucoup plus feutrés, il n'a pas eu les résultats qu'on attendait de lui. Non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Après, moi, si je viens refaire ma langue de pute par derrière, je dis qu'effectivement, il se montre sur son yacht à Ibiza et puis il fait coucou à ses sponsors à la mi-saison, mais il perd un peu de sa superbe pour le coup, quoi. Moi, je lui souhaite du bien, lui, je lui veux pas de mal, et pour le MotoGP, je trouverais super qu'il revienne dans le jeu, pour faire chier. C'est clair. Pour faire le chien dans le jeu de quilles. Enfin, pas comme Yannone, pardon. qui ne renverse pas les quilles, mais qui... Pardon, j'ai dérapé. Bon, moi, je dirais pas que je l'ai défendu tout le temps sur le début de saison, mais il y a toujours un temps pour s'adapter aux motos. Et là, visiblement, le temps va être très long pour Lorenzo. Après, tu as différentes voix dans l'écurie qui disent effectivement qu'il aura le temps de s'adapter. Mais au bout d'un moment, tu pourras pas justifier d'avoir un Lorenzo à ce salaire et un Dovizioso qui gagne des courses à un autre salaire. Ouais, je pense qu'effectivement, on a tendance... Ça va être problématique. Les gens remuent beaucoup. Moi, je suis pas le dernier. Le pactole, mais le pactole, il faut surtout... Un peu comme dans certains clubs de foot qui tapent des centaines de millions sur un joueur, c'est pas les joueurs ni les agents qui sont à blâmer, c'est les clubs. Enfin, les clubs qui acceptent le deal, et Ducati, on les a pas forcés, quoi. Et ils ont lâché Ducati, ils ont eu, entre guillemets, la seule erreur qu'ils ont commise, c'est de pas avoir misé sur quelqu'un qui était déjà chez eux comme Dovi, et ce qu'il est en train de leur montrer actuellement. Tant mieux. Mais bon, après, voilà, ça se comprend aussi qu'au bout d'un moment, eux, ils savaient que la moto était meilleure qu'à une époque. Ils se sont dit, on va prendre un top pilote pour faire en sorte que ça prenne. Et ça prend pas avec Lorenzo, et Dovizioso est en train de montrer que voilà, le maître de la Ducati, c'est lui, et ça sera, à mon avis, ce sera pas Lorenzo. Ouais, en tout cas, pas bon, je peux me tromper. Ouais, mais il n'en reste pas moins que c'est un super pilote. C'est vrai qu'il a un super style et je crois qu'il peut pas faire de la subtilité. Il est obligé d'y aller à l'âge, quoi, Lorenzo, là, sur sa mécane. C'est clair, hein, quand il était sur Yamaha, il était il avait son style et il était très très performant. Est-ce que tu me ferais le plaisir d'évoquer Yannone? Parce que je crois que je vais trop rigoler pour. Je vais essayer de garder mon calme. Je vais pas dire ce que j'ai mis sur le
sur les notes parce que c'est très très sévère. Si je vais le dire, Bah, je dis qu'il oui, il si. arrive à rien sur la Suzuki. Oui, Alors c'est très très sévère de dire qu'il arrive à rien. non, mais là, c'est juste factuel. Après, je veux dire, il arrive à rien par rapport au tableau de marche que c'était fixé, j'imagine, le Alors team, quoi. après voilà, moi j'ai trouvé que c'était sévère. Bon, il s'est fait encore tailler par Kevin Schwantz. Ce qui me gêne le plus, c'est effectivement l'info qui est tombée aujourd'hui en interview où il dit ouais, mais je suis quand même plus rapide que Vignales l'an dernier avec la Suzuki. Alors, quand j'ai vu ça en gros titre, c'était sur le site MotoGP, une très très belle interview, etc. etc. Donc tu lis un peu l'article et tout, et tu te dis, bon, je vais aller voir les points, quoi. Alors, il a 28 points sur les 9 premières courses, et il pointe à la 16e place au général. L'année dernière, après 9 courses, on avait Vignales qui avait quand même 83 points, à mettre en comparaison avec 28 points, qui était 5e au général. Et Aleix Espargaro, donc qui était le deuxième pilote, il avait déjà 51 points, et il était 11e au général. Donc, quand t'es Iannone, enfin quand t'es... Ouais, mais il a quand même du bagage et il a aussi un talent. Mais le Oui, problème, oui. c'est qu'il vient chercher, ça fait vraiment un peu le champ du signe, à savoir, c'est la justification de merde, parce que ça se trouve, il a pris des timesheets circuit par circuit et Oui, il voit qu'il tape des dixièmes sur des partiels. Sauf qu'à la fin, si c'est ça sa seule réponse, ça marche pas. Enfin, moi, Bon, après, voilà, moi je l'ai pris comme ça. Je pense que son attitude, elle est pas bonne. Quand tu fais un mauvais début de saison et qu'on vient t'interviewer et que tu dis ça, t'es dans l'erreur, tu te trompes. Tout ce que tu risques, c'est de toute façon de te faire reprendre de volée par tout le monde. bah là... Vaut mieux arriver et tu fais amende honorable, tu dis bon bah oui. Bah, tu vois, pour le je suis coup, pas au ouais, niveau. Lorenzo, on ricane un peu, mais il est... Oui. Au moins, il a la lucidité de dire j'ai du boulot à faire. Quand Iannone vient et te dit je vais plus vite que Vignales l'an dernier, c'est le négatif de la photo. Ouais, Quoi. exactement. Le mec, il se voile la face. Après, moi, j'ai beau rôle de le dire à ma place. Moi, je trouve pas que ce soit la bonne attitude. C'est pas le bon signal. Ça pour envoie son pas le team. bon message, ni à son team, ni aux gens comme nous qui cancanons. Je pense que les gens comme nous, ils s'en tapent. je Il pense a qu'ils bien s'en raison tapent. de s'en taper, puisque... Alors oui, non, puisqu'on oui et n'a non, pas- parce que j'ai l'impression quand même qu'elles sont beaucoup sur l'image, et les écuries, notamment Ducati, Yamaha, Suzuki, quand ils engagent des pilotes, ils engagent aussi, même s'ils sont pas, c'est Oui. pas leur métier, un peu des VRP, Bien sûr. passe-moi l'expression. Ils engagent des VRP. Mais voilà, d'ailleurs, en enfin, termes de VRP, Lorenzo est meilleur. Enfin, bon. Oui, Tu oui, l'as il a vu, toujours hein, quelque chose à vendre, petit truc, effectivement. il a même fait un petit tour avec une dans la doublure de veste. là, Eh ouais, oui. là, il Ouais, était c'est dans pas son mal. rôle et c'est un bon gars. Mais je n'hésite pas à ressortir ma vanne de Twitter que je t'ai dit. La justification de je suis plus rapide que Vignales l'année dernière, c'est comme si Sam Loves disait que ok, je galère cette année, mais contrairement à Iannone, j'ai renversé personne. Ce sera exactement le même Oui, style de ligne de défense, si tu veux. Ouais, c'est pas le bon Ça message. ne C'est pas bien fonctionne géré. pas. Je doute qu'il m'écoute. Hein. Ouais, mais déjà quand tu vois qu'un Zarco se fouette avec des orties parce qu'il s'est arrêté au stand alors qu'il aurait pas fallu dans son année de rookie, Mais, tu vois, c'est pas la même attitude, tu vois. Ouais, ça- après, voilà, c'est pas... C'est pas que pour dire pas du bien de pareil. Zarco aussi, mais Bon, ouais, bon, on parle de Zarco, Voilà, on va parler Frenchie. un petit peu ouais, du deuxième Frenchie en MotoGP, hein, Loris Baz, qui fait pareil. Moi, j'ai mis en miroir ses résultats de l'année dernière, et clairement, il est nettement en avance par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier, puisqu'il est déjà 15e avec 31 points, et l'année dernière, sur la saison complète, il a mis 35 points. Donc, cette année, il est beaucoup plus performant que l'année dernière. Hein. Malheureusement, pareil, ça risque d'être compliqué pour rester en MotoGP l'année prochaine. les chaises musicales, comment Les chaises musicales sont pas dans le bon timing, on va dire. Et ça serait vraiment dommage. Après, là, il a eu son opération, donc on va voir en quel état de forme il va revenir. Mais il risque vraiment de faire une très très bonne saison cette année, enfin nettement meilleure que l'année dernière. Donc ça serait vraiment dommage qu'on ne le retrouve pas sur le plateau l'année prochaine, parce que c'est un super bon pilote. Enfin, avec le matos qu'il a, il est quand même bien, quoi. On en revient toujours au même, quoi, mais il est devant Iannone, quoi. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai en plus. Effectivement. Ouais, mais oui, il est devant Iannone, hein, c'est juste devant. Hein. Au niveau des news en général, il y a quelque chose de neuf. Petrucci, après s'être fait courtiser par Aprilia,
Aprilia, Ouais. c'est un peu le binoclard boutonneux qui veut choper en soirée, quoi. Parce qu'il n'arrête pas de demander à tout le monde s'ils veulent Putain, t'es venir pour gonflé, virer toi. ça. Non, mais je les ai dans le nez, Aprilia, sur la team, Ouais. hein, pas Mm. les motos en général. Mais donc Petrucci prolonge chez Pramac et remercie peut-être malicieusement Aprilia pour leur offre. Donc ça donne donc pas un secret qu'ils font tout pour jarter Loves en gros, hein. Mais Petrucci en plus de confirmer qu'il reste chez Pramac dit que par contre ce qui serait bien c'est que la prochaine fois qu'il signe sa Ducati soit toute rouge, wink wink. Donc il nous fait une Crutchlow là. Ça s'appelle une Crutchlow, hein. De la com pas subtile mais qui peut être efficace. Un peu une papinade. La papinade de la com. Ouais, mais bon, je pense que Non mais c'est de bonne guerre. après, Ducati, ils vont pas être bêtes non plus, hein. Non, bien sûr que Quand non. tu regardes le championnat, quand tu vois ce que doit leur coûter Petrucci et ce que leur coûte Lorenzo, enfin sans mettre ça Oui, 100% sur non mais une pile de dollars. t'as Quoi. aussi Bautista qui est pas mauvais aussi, donc Bah ouais. oh bah ils font ouais, tous voilà. un peu leur trou dans leur coin, mais non, et Petrucci, moi je l'aime bien en plus, c'est un joyeux luron. Ouais, c'est un mec à la Et il cool. respecte le Enfin, docteur. Il respecte le docteur, il les double pas. C'est Oui. Oui. cette espèce de chauvin. Mais bon, voilà quoi, t'as Petrucci sur une Pramac. Bon, il est sur une GP17 aussi, Mhm. mais il est juste il est un point devant Lorenzo. Ouais. Au général, bon après c'est sûr, c'est une demi-saison, donc on va vraiment voir. Oui, mais ce ça que veut va dire, donner tu sais, sur- tu sur connais la la fin. passion des gens qui ne tombent pas, hein. Parce que des fois on voit passe-moi l'expression, des petits pilotes de punir en son temps. Souvent ils sont à 110%, 170% même. Donc ils finissent sur par roule, ouais. tomber. Et Petrucci, on a l'impression, c'est dans les 6 premiers tours du Qatar et avec la chute de Zarco, j'en étais à espérer qu'il se faisait pas, tu vois, du 110%. Visiblement non, l'histoire a montré que non, hein. Mm. Mais au soir du Qatar, je me suis dit, ah c'est à la fois beau et comme un de punir devant sous la pluie, quoi. Et le tour d'après c'est fini. Non, ça n'a pas été le cas. Et Petrucci, il reste sur ses roues, hein. Donc Ouais, il taquine bien, hein. il est bon. Ouais, Hein. il est bon. Ouais. Et Jack Miller, dans la série du Mercato, lui, il rejoint Petrucci chez les mêmes Pramac. Pour le coup, il n'y a pas 36 solutions, c'est Scott Redding qui dégage, hein. Au revoir. Le paddock bruisse du fait que peut-être, ça reste hypothétique, hein, qui pourrait faire une sorte d'échange standard et que Redding irait chez Marc VDS au guidon qui a été laissé vacant par Miller. La suite au prochain épisode, hein, ça, nous verrons bien. Marc VDS, ouais, il galère un peu avec les Honda. Hein. Ils se plaignent sans se plaindre, c'est-à-dire qu'ils veulent pas mordre la main qui les nourrit ou qui les motorise. Bah, c'est le problème, c'est que là, il leur paye un pilote en la personne de Jack Miller, puisqu'il est pilote HRC. Mais les motos sont pas au niveau de ce qui est attendu, quoi, au niveau performance. Donc ils ont des pilotes qui sont pas très très forts, j'aurais tendance à dire. C'est pareil, je juge un petit peu facilement. Voilà, ils sont pas super bien aidés par Honda non plus, qui est plus focalisé sur sa résolution de problèmes au HRC, qui fonctionne, hein, parce qu'ils ont besoin d'avoir un Marquez devant, hein, pas nécessairement deux pilotes performants, mais ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir un Marquez devant. Pedrosa, ils s'en foutent un peu. Ouais, mais Marquez, c'est ma manière de voir les choses. Plus j'y pense, et Crutchlow a fait une interview aussi en des termes très élogieux en expliquant que un virage de Marquez, lui, Crutchlow et Pedrosa, ils peuvent en faire un par course. Sauf que Marquez, il est tout le temps à tous les virages de toute la course à ce niveau-là. Donc en fait, Crutchlow admet, et c'est assez rare pour la dire quand même, son infériorité en tant que pilote, en tant que funambule. Intrinsèque. Ouais, parce qu'il dit rentrer si fort, sortir si fort, être en travers tout le temps, n'importe quoi. Moi, comme Danny, on peut le faire une fois par course, et puis après, on fait un signe de croix et on se calme. Marquez fait des choses avec la Honda qui sont pas dans le manuel. Voilà. Et donc, tiens, tu peux nous faire la petite rubrique carnet rose du GP. On a une naissance d'un GP qu'on n'attendait pas. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, un Grand Prix de Finlande pour 2019. Aujourd'hui. Ouais, le truc dont personne parlait, ou alors moi j'ai pas du tout suivi, mais Si, il y avait des petits bruits. Hein, comme oui, mais ça... ça a été beaucoup discuté la Thaïlande et puis personne n'en veut, et en fait à la fin c'est la Finlande qui déjà décroche son ticket. Si, ils en parlaient quand même. D'accord. C'était de manière assez. C'était avancé, d'accord. C'était c'était assez insistant. Après, hein, pour voir un petit peu, pour se projeter sur la fin de saison, donc on va avoir 2 courses de suite, là puisqu'on va avoir la République tchèque, l'Autriche le week-end d'après. Après, on va avoir Silverstone fin août. Après, on va attaquer Rimini et Aragon avec un rythme toutes les 2 semaines. Et après, il va y avoir les 3 courses outre-mer, c'est-à-dire le Japon, l'Australie
et la Malaisie entre mi-octobre et fin octobre. Et on va clôturer tout ça le 12 novembre à Valence. Et comment on va finir où est-ce qu'ils vont nous le cette caser saison. d'ailleurs, la Finlande? Excuse-moi de revenir là-dessus, mais c'est déjà décidé? Bah, je ne sais pas parce que pour le moment il n'y a pas spécialement de Oui. il n'y a pas Oui, de calendrier 2019 n'est pas fait provisoire. encore, mais ouais. Bon, ce sera peut-être Après, pas en mars, hein, vu le climat, je sais pas. On verra. Bon. ouais, après, ils vont trouver de la Mhm. place. Puis là, ils sont en train de discuter en plus avec, de ce que j'ai entendu dire, ils discutent pas mal avec la Oui, ils F1 s'entendent bien, pour justement, effectivement. ouais, Mieux qu'à une époque après. pour éviter les collisions de calendrier. Non, ils vont y arriver. Après, ça va être peut-être au pilote de savoir mesurer tout ça, parce que ça va faire un calendrier à 20 courses. Ça va être à la Dorna de bien gérer ça, de manière à promener son Sa petit petite circus caravane, ouais, son Barnum, hein. correctement. Mais bon, je pense que là-dessus, ils savent y faire. Mais on a parlé de l'interview de Poncharal, qui justement notait ce point-là, et qui est, entre guillemets, jalousé par la Formule 1, puisque la Formule 1, les petites teams privées, financièrement, sont très, très fragiles, contrairement aux équipes en MotoGP, qui, a priori, sont dans une santé financière un petit peu plus stable, et c'est lié au fait principalement que la Dorna réussit à redistribuer de manière beaucoup plus logique les rentrées financières, de manière à justement maintenir des équipes privées qui sont d'une part compétitives et en bonne santé financière. Donc je vous invite à lire son interview, elle était vraiment géniale, parce que tu sens vraiment que le mec il aime ses pilotes, et que Il a le petit côté artisan impressionnant. en fait. Exactement. Du mec qui aime le travail bien fait. Pour continuer sur nos amis Frenchy, donc Guintoli en British Superbike, il court à Brands Hatch, c'était le 23 juillet. 2 résultats blancs pour lui, donc il y a eu une chute et une 17e place, donc c'est très très compliqué toujours pour lui. Mais il a aussi fait donc les 8 heures de Suzuka, donc là on va faire une grosse incise sur cette course. C'est une épreuve qui a été remportée donc par Yamaha Factory. L'année dernière, ils l'ont fait avec Espargaro, Smith et Nakazuga. Et justement, c'est le pilote dont tu parlais tout à l'heure. D'Ariane, finalement, qui est le mec qui est toujours là, depuis 3 ans. Ben oui, exactement. C'est un pilote qui est là depuis, comme tu dis, depuis 3 ans. Qui gagne, enfin même plus que ça, qui gagne depuis 3 ans chez Honda. On rappelle. Chez Yamaha. Sur les... chez Honda, Yamaha. Sur la piste. Et Honda. Sur les terres, il vient chier dans leur jardin, passe-moi l'expression. Et après, il les suit avec ses pieds. Non, donc, moi, ça me fait rire. Moi, je suis un mauvais esprit. Moi. Je suis pas anti-Honda, en fait, mais tu vois, quand t'as des antagonismes comme ça relève un peu le truc. Hein. Alors, je me permets de bitcher un peu. Alors, j'aime bien Eurosport, parce qu'ils me permettent de voir le MotoGP. Mais je suppose que c'était dû au réalisateur de là-bas. C'est là que tu te rends compte que c'est pas facile de filmer un GP. J'ai trouvé que c'était filmé avec les pieds. J'ai regardé les 8 heures. Suzuka ? Oh là là. L'endurance, c'est je sais que c'est dur à filmer, mais en fait, souvent, ils se misent sur une caméra qui a un point fixe et ils zooment au loin pour voir arriver les mecs. Ils dézooment dans la courbe et ils rezooment quand c'est parti. Et j'avais la gerbe au bout de 5 minutes. Alors moi je l'ai pas vu en direct, mais j'ai vu que sur Twitter les gens se plaignaient aussi du fait qu'il y ait des pubs tous les 17 secondes et que c'était d'ailleurs toujours les mêmes. Ça devait être un peu une cassette qui tournait en boucle avec les pubs Suzuki complètement débiles. Donc j'ai vu pas mal de gens ranter sur le sujet. Moi j'ai regardé que le résumé. En voyant le résumé, j'avais mal à la tête à la fin. Parce qu'en plus t'as les angles de caméra, des fois quand c'est filmé de trop bas tu vois rien. Donc plutôt d'ailleurs que de critiquer comment est filmé Endurance, je me remarque que le MotoGP est extrêmement bien filmé. Parce que t'as les vues d'hélico, donc là il y a du bon gros pognon, hein, mais t'as là où sont les travelling, ça fait pas mal à la tête, t'arrives à suivre l'action, t'arrives à suivre quand ils se taxent, t'arrives à voir quand les freinages sont gros. Et c'est toute une science, à mon avis, qu'on remarque pas, un peu comme la musique dans les films. Ouais, mais je pense que il y a beaucoup plus de caméras sur jouer une aussi, course MotoGP que sur une endurance, ça c'est clair. Mais bon, grâce soit rendue aux gens qui filment le MotoGP, parce que l'endurance c'est un petit peu plus ingrat. Hein. Donc ils ont gagné cette année, donc avec Nakazuga, Alex Lobs et Van der Mark, les pilotes Superbike. Deuxième Kawa. Troisième Honda. D'ailleurs Honda qui a failli faire 2 en fait, mais ils ont eu un problème de début de flamme sur le collecteur, je crois, enfin sur le pot. Et en quatrième, donc il y avait quand même une deuxième équipe Honda avec Miller et Nakagami qui au bout du compte est meilleur en endurance qu'en Moto2. Est-ce à dire que
N'est-ce pas? Ouais. Oh, ça me fait penser à un je petit rigole. troll que j'ai vu sur Twitter, excuse-moi. Ouais, vas-y. Jorge très corporate publie une photo de lui sur une Panigale Oh et un putain, mec qui ouais. répond ah bah t'es prêt pour le Superbike? Ouais, Ah, c'était beau. meilleur troll de l'année. C'était pleine Fois, c'est- lucarne. voilà. Il y a pleine lucarne, je te laisse papinade au point de penalty. C'était beau. Ouais. Et donc on parlait de Gintoli et il a fait cette épreuve donc sur Suzuki évidemment avec Brooks et Tsuda et ils font 7ème. Et par contre le gros cocorico Mais oui. de ces 8 heures de Suzuka, c'est le GMT qui termine à la 11e place de la course mais surtout qui prend le titre de champion du monde d'endurance. Donc ça c'est vraiment chouette. C'est Parce pas les que, officiels en parce que fait. voilà, Déjà, GMT, c'est GMT, c'est entre guillemets satellite. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, non? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est Alors, en fait, c'est une team privée, privé mais pas que. Non. puisque c'est Ouais. GMT. Mais ils ont le support de Yamaha. Ouais, donc Je sais pas si c'est Yamaha France ou Mm. Yamaha Europe, mais Ils ont quand même les moyens Yamaha d'Yamaha, R1 quoi. sur la Ok. dernière. Oui, c'est ça. Mais Yamaha Factory, voilà. Enfin, si tu veux, Yamaha Factory va marquer les points au championnat du monde, mais étant donné qu'il n'engage une équipe que à Suzuka, D'accord. Oui, donc finalement, voilà, le reste du temps, le Yamaha Factory, c'est le GMT. C'est- bah, Non? non. Si tu veux, les gens qui travaillent au GMT et font le championnat du monde. D'accord. Mais occasionnellement, Yamaha monte une équipe pour Oui, faire c'est les un 8 heures de happening, Suzuka. en fait. C'est un Ok. happening, clairement. Ils font une course dans l'année, Mais c'est les 8 ça heures de brouille les Suzuka cartes, pour aller hein, faire parce que chier moi Honda. j'ai beau m'intéresser à l'endurance, j'avais pas compris tout ça comme ça. Je me disais, mais attends, GMT c'est privé, mais en même temps c'est très. C'est privé. C'est fer de lance quand même. C'est Mais le ils fer sont de très lance de supportés Yamaha par Yamaha. Mais dans ce championnat. oui, sauf que tu as aussi Et l'IART. voilà, et donc il y a quand même un autre, c'est le Yard. Le Mm. Yard qui est pas non plus Factory, mais qui est un peu plus C'est exactement soutenu. Enfin, je sais pas. le même Ils ont le même j'aurais statut, tendance à dire. d'accord. À la limite, ça serait bien qu'on puisse en discuter avec les gens Mhm. du GMT pour qu'ils Bah nous ouais, expliquent un petit peu comment ça se passe. Parce que moi, j'ai ma vision des choses, donc que j'ai expliqué là. Si on pouvait avoir une explication bien carrée de comment ça se passe, quels sont les liens entre le GMT et Yamaha exactement. Parce que typiquement, quand tu as la présentation des équipes Yamaha en début d'année, donc tu as forcément la Yamaha MotoGP avec Rossi Vignales, tu as l'équipe Superbike et tu as aussi l'équipe Endurance avec le GMT. Oui, oui, et effectivement, donc ils sont certes dans le giron d'Yamaha. Après, tu as le motocross, etc., etc. Mais quand tu as l'équipe d'endurance, je me rappelle très bien du GMT qui était présent à la présentation officielle de tout ça, quoi. Et ce qui est super, j'en profite pour dire du bien, parce que c'est pas si souvent. Guyot, c'est un mec qui est super attachant, je trouve, parce qu'il intervient souvent sur Eurosport, avec toujours d'ailleurs des t-shirts de ACDC ou Maiden, sous sa veste noire. C'est un peu le côté rebelle. Et il est super pédagogue. En fin d'année, il est venu avec des boîtiers, des ECU, des fourches et tout pour montrer un peu tous les capteurs. Et aussi, il anime, a priori, de ce que j'ai vu sur les fils de news, il anime des journées pistes. Enfin, il est un peu comme Zarco, quoi. C'est pas un team manager qui fait que team manager, c'est-à-dire qu'il est tout le temps sur les pistes. Et quand il est pas sur les pistes, il parle moi, de je l'ai bécane. vu une fois à Carole. Il parle de bécane. J'ai fait un roulage. Ouais. J'ai pas le permis moto, donc j'ai pas roulé sur la piste, mais j'ai été voir les copains rouler. Et effectivement, c'était une journée de roulage GMT à Carole. Et il était là, donc pour faire rouler évidemment sa moto, enfin la moto du team. Et accessoirement essayer de claquer la pendule de Carole, mais il était là aussi pour donner des conseils aux pilotes amateurs sur tout et n'importe quoi. Donc c'était vraiment quelqu'un qui est, comme tu l'as dit, très, très ouvert, très sympa. Alors moi, ce qui m'a épaté sur les 8 heures de Suzuka, c'est qu'il s'est fendu quand même après course d'une explication importante, puisqu'ils avaient pris un stop and go sur le drapeau jaune, et puis aussi parce qu'il était allé Exactement. et ils avaient failli s'en taper un autre, parce qu'il avait juste voulu aller expliquer à son pilote ce qui se passait. Or, dans cette course-là, ça n'est pas permis, mais par ailleurs, dans les autres courses, ça l'est. Enfin, j'ai pas tout compris. Il y a un imbroglio de règlement. Et ben justement, il a expliqué tout ça en disant, en mettant le doigt sur un paradoxe, problème de règlement. Les 8 heures de Suzuka ont l'air d'être des contradictions, une sorte de péninsule, enfin de trucs isolés, une presqu'île où il n'y a pas exactement les mêmes règles. Oui,
Donc tu cours avec tu cours dans un certain cadre, mais le règlement annuel n'est a priori pas applicable sur son intégralité. Et voilà, donc je trouve que c'est vachement bien qu'il l'ait expliqué. Bon, on se ressente sur le Barnum, de la République tchèque. Dorna va se translater en République tchèque à Brno. Toi, tu dis Brno ou on ne sait pas, BRNO. 12 points au Scrabble, compte triple. Chez Karel Abraham, chez Papa Karel. Et donc c'est Grand Prix sponsorisé par une marque de boisson qui griffe avec du verre, un Monster. Le circuit en question, c'est un petit peu comme Assen et le Sachsenring. C'est première moitié du XXe siècle, il se faisait des courses sur route dans des voitures improbables où tu mourrais si tu sortais de la route. Sur des très grands tracés, beaucoup de dizaines de kilomètres, et il a suivi la même destinée, à savoir qu'il a rétréci d'année en année ce circuit, et il est passé de route ouverte à circuit fermé. La construction d'un circuit fermé à l'endroit où il est a été faite dans les années 80 dans l'espoir d'attirer les F1, ce qui n'a pas marché. Cependant, depuis 87, le MotoGP fait un stop à Brno, donc ça n'aura pas été fait en vain. Et ce circuit-là, à l'instar du Mugello, est très vallonné. Là, j'ai trouvé le profil sur internet, il y a une bonne grosse cuvette des familles, puisqu'il a 70 mètres de dénivelé positif. Et en termes de pourcentage, même si après on s'en fout un peu, mais c'est une montée à 7% quand même, donc ce qui est assez impressionnant. Et outre le fait que ça impressionne les pilotes quand ils courent dessus, ça arrange aussi les spectateurs parce qu'on voit a priori, d'après les gens qui y sont allés, très bien, puisque c'est dans une cuvette. Ouais. Donc a priori il est fun, technique et il plaît aux pilotes. En même temps, c'est plus dur de trouver des circuits qui plaisent pas aux pilotes, mais ce circuit-là, a priori, a assez amateur. Et il fait partie des circuits... on arrête définitivement de dire qu'il est pas pour les Ducats, parce que ça roulait partout maintenant. Il y a que des petits bouts droits. Et c'est 5 petits bouts droits, et le plus long fait 630 mètres. Globalement, le circuit est long parce qu'il fait plus de 5 km. Et il est un peu bizarre quand tu regardes son tracé, parce qu'il y a beaucoup de virages à angle droit. C'est pas des courbes très genre à la Lorenzo, tu vois, très paraboliques, incroyable. Donc des virages de bûcheron, quoi. C'était fait un peu comme quand t'avais les circuits dans les années 80 où tu clipsais les bouts de circuit là. Ils avaient que les angles droits ce jour-là, les mecs. Et Majorette, va chercher le nom, c'est pas Sky Electric, c'était Majorette en plastique. Avec les voitures à friction, là t'avais des virages angle droit. T'as que ça, mon gars. Heureusement qu'ils avaient pas le looping ce jour-là. T'imagines Brno avec le looping, on aurait des petits problèmes là. T'es con. En tout cas, ce bon Dani Pedrosa a le record du tour, mais c'est presque anecdotique parce qu'à chaque fois qu'on parle des records du tour, c'est jamais le même qui gagne. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut, 1,56. J'essaierai de voir sur PlayStation si j'arrive à faire moins de 3 minutes. Le palmarès, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est le jour de la marmotte, c'est le jour sans fin. Je répète toujours la même chose dans l'ère Rossi, que j'estime débuter après le politique et vers 2000. 5 victoires pour Rossi, mais la dernière est de 2009. Donc, voilà, 3 petits points. Mais on a vu qu'il était capable de faire son phénix. Petite anecdote Rossi compliant, a priori, si j'ai bien lu mon Wikipédia, c'est sa première victoire ever en Grand Prix. Je crois que c'était en 125, à l'époque ça s'appelait la 125. Après, des gros vainqueurs, il n'y en a pas eu des masses en termes de victoires, parce que c'est à 2. Donc t'as l'antique Biaggi, Lorenzo, Stoner et Pedrosa, donc pas que des Mickey quoi. Et sinon dans les vainqueurs à une victoire t'as Giberno, celui qui s'est fait éteindre par Rossi à l'époque, Crutchlow et Marquez. Alors pourquoi on reparle de Cal, la mesure publique, parce que hormis sa victoire en 2016, ça a été une hégémonie espagnole à Brno entre 2010 et 2015. Entre tous les Espagnols qui ont tout gagné, sauf Stoner une année. Mais sinon, il y a eu un showtime espagnol. Nous verrons. En gros, tout ce que je vous dis, c'est que je sais pas qui va gagner, quoi. Vous avez bien compris, quoi. Mais c'est un peu ce qui fait l'intérêt de... Oui, franchement, autant on avait dit oui l'année dernière, c'était un peu exceptionnel, il y a eu des faits de course, il y a eu de la pluie et tout. Cette année, c'est la fête aussi, hein.
Bon, c'est la fête et c'est un peu comme l'Allemagne à la fin, c'est Ouais. toujours les 4 mêmes premiers. Mais voici, Dovizioso s'invite en fait. Pedrosa s'est un peu fait éjecter Ouais. la photo de famille et c'est Dovi qui est venu lui mettre un coup de coude dans le museau. Oui, c'est ça. Mais sinon, on va parler du Magic 3 alors. Hein. Enfin, je suis en train de dire un peu n'importe quoi parce que Vignales fait pas partie du Magic historique, mais c'est sûr que Lorenzo là, il est en train de chercher les endives à la cave, donc Et ouais, Lorenzo, bon, on va dire Rossi Marquez, allez, le duo de choc. Et t'as des guest stars. Lorenzo, si j'avais une pièce à mettre, ça serait plutôt la semaine prochaine en Autriche. Ouais, mais non, mais je m'avance pense peut-être. que si j'étais parieur et doué, je parierais des choses sur Lorenzo chez les bookmakers anglais, parce qu'effectivement, du fait de ses résultats de merde, sa cote est basse. Cependant, on sait quand même que c'est pas exactement un Mickey, donc il s'est Ouais. et- Bah, c'est ce que je pensais quand il a fait son et podium. par hein, ailleurs, il s'est mais montré, il fait des débuts de course où il se montre, hein, dans les 3 premiers. Et après, bon. il descend, là, il va à la mine. Ouais. Donc nous verrons. Écoute, si les dieux de l'informatique et de l'upload sont avec nous, ce podcast sera dispo pour la foule en délire avant Burnout, sinon on aura l'air con. Mais on regardera quand même, Ouais, c'est clair. juste pour les bloopers. Donc c'est ce qu'on avait à dire sur le monde merveilleux du Barnum MotoGP avant la reprise. Donc, les juilletistes ont repris le Exactement. boulot. Reste à se dire À bientôt. Écoutez, on vous débriefera ce République Tchèque Monster Brno à Zap. Oui. Donc stay tuned, comme disent les ouais. Américains. Allez, Salut. salut à tous, à Ciao. la prochaine, ciao.